Merci, bonjour à tous. Quand j'ai reçu la commande par Daniel et par Jean-André il y a quelques mois, j'avoue que j'étais à la fois ravi et puis embarrassé. J'étais ravi parce que c'est toujours une victoire narcissique d'être invité dans un congrès et de pouvoir aller parler champignons à plein de personnes. Mais j'étais très embarrassé parce que la réponse à la question naturalité et champignons est à la fois triviale et à la fois très complexe. Puis j'étais embarrassé aussi parce qu'il était question d'être la doublure de Régis Courtecuisse qui devait parler de diversité et je suis piètre taxonomiste. Donc je vais vraiment vous parler de fonctionnement et davantage que d'espèces. Alors je me suis mis à réfléchir et puis j'ai pondu cet horrible titre que vous avez dans vos dépliants qui montre ma confusion et mon embarras. Et là je me suis repris un peu et j'ai essayé de resserrer un peu un titre qui traduira davantage ce que j'ai envie de vous dire et qui va parler du lien un peu compliqué au tout début entre le forestier et le champignon qu'on ressent en martelage, et puis qui va essayer de vous expliciter un peu en quoi les champignons sont des organismes extrêmement utiles à des fonctionnements forestiers quand on prend un peu de recul, quand on se place sur le long terme. Donc d'où ce titre qui est ici. Pour ce lien compliqué, alors j'ai essayé d'y réfléchir et je me suis dit quelles sont les caractéristiques de ce lien compliqué. Le champignon, il est déjà très mal connu par le forestier, mais par tout le monde. Et puis, il est un peu classé dans les ennemis de la forêt. En tout cas, il l'était. Alors, je me suis demandé d'où ça venait. Et je pense avoir trouvé les coupables. Oups. Quand on regarde Astérix, qui essaie de protéger la forêt contre les Romains, on a une idée de la représentation qu'on peut avoir de la forêt ancienne. Énormes arbres, surface terrière de 300 ou 400, je ne sais pas. Il n'y a que des très gros bois, il n'y a que des chênes. Il n'y a pas de lumière, mais il y a de la pelouse dessous. Donc là, on voit que au niveau écologie, les Verzo-Egoscini sont pas terribles. Et puis, dans la grande traversée, ils traversent l'Atlantique et ils vont dans les forêts nord-américaines. Et là, enfin, on a un arbre mort. Alors, on ne voit pas le champignon, mais on s'imagine qu'il a pu manger quelques racines et effectivement faire tomber l'arbre. Malheureusement, c'est associé à quelque chose de différent et à quelque chose d'intriguant, voire même qui fait peur. D'ailleurs, il se prend un coup sur la tête et ça finit mal. Donc, si Uderzo-Goscinny avait été de bons écologues et qu'ils avaient imaginé un Astérix en martelage, il aurait pu y avoir quelque chose comme ça, je pense. Parce que ces forêts étaient couvertes, dans tous les cas, de champignons. Et le champignon, il fait partie du cycle forestier. Et c'est ce dont j'aimerais vous convaincre aujourd'hui. Alors, il y aura 3 parties dans mon propos. J'espère ne pas être trop long. La première partie essaiera de placer justement ces éléments de fonctionnement, en quoi les champignons sont vraiment des organismes indispensables au fonctionnement forestier. J'essaierai de réfléchir avec vous, en tout cas de proposer quelques pistes sur en quoi, quand on interrompt ces cycles forestiers, on interrompt quelque chose de fondamental pour la forêt, notamment en lien avec les champignons. Et puis j'illustrerai ça avec des travaux qu'on fait à Montpellier dans les sols méditerranéens, dans les forêts anciennes. Et enfin, je donnerai quelques pistes pour essayer d'améliorer notre avenir sur ce point. Alors, pour vous convaincre que les champignons sont partout dans la forêt, j'ai quelques exemples à vous donner. Quand on part et qu'on lève la tête, si on part de la source, c'est-à-dire l'arrivée du gaz carbonique en forêt, et qu'on lève les cieux vers la canopée, eh bien, ces feuilles qu'on a sous les yeux, si on les regarde de près, elles sont couvertes de champignons. Et à l'arrivée même du gaz, vous avez des stomates. Donc vous avez des stomates et à l'intérieur, vous avez des filaments fongiques qui occupent déjà l'ouverture dans la feuille et qui vivent là. Alors on ne connaît pas leur rôle. Ils protègent sans doute de certaines agressions, soit environnementales, soit de l'herbivorie. Mais on est encore spéculatif sur ces interactions-là très très fines entre les végétaux et les champignons. La pluie de spores qui tombe sur ces feuilles, qu'on soit au milieu du désert de l'Arizona ou dans les forêts tropicales, vous voyez, elle est extrêmement élevée, puisque par jour, par feuille, on a de l'ordre de centaines à milliers de spores qui tombent et qui donc ensemencent en permanence ces photorécepteurs de la forêt. Dans les tissus des plantes, et là vous avez l'exemple d'herbacées qu'on trouve sous couvert de nos forêts, vous avez qui vivent dans ces tissus-là des centaines d'espèces de champignons qu'on appelle endophytes et qui eux également participent à tout un tas d'interactions à l'intérieur des tissus de la plante. Si on baisse les yeux et qu'on va cette fois-ci dans le sol pour regarder l'autre côté de la plante, donc on regarde les racines. Et donc dans le sol, bien sûr, vous savez tous qu'il y a des mycorhizes. Vous savez peut-être moins que l'ordre d'idée de ce qu'on trouve par mètre carré de sol, c'est ça. C'est de centaines de milliers à millions de mycorhizes. Et ça, c'est pour la forêt boréale. On est en Suède. C'est encore pire quand on descend un peu dans le sud.
Alors ces mycorhizes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont l'interface entre la plante et le sol, et elles sont un lieu d'échange, échange d'eau, échange de vitamines, échange de phosphore, échange d'azote. Donc différents types de mycorhizes. Vous avez à droite de la mycorhize de cèpe de Bordeaux, qu'on appelle de l'ectomycorhize, qui recouvre complètement les racines des plantes. Et vous avez à gauche, ici, des endomycorhizes qui sont dans les racines de toutes nos herbacées. Tout ça, c'est fongique, et c'est dans la cellule d'une plante, cellule de racine. Alors, si on parle maintenant au fonctionnement, en quoi ces champignons, et là je ne parlerai pas que des champignons qui sont associés à des rôles positifs comme les mycorhizes dont tu viens de parler, mais plus généralement de tous les champignons, et j'aborderai le cas des parasites. En quoi ces champignons sont inscrits dans les cycles forestiers, et en quoi, quand on va penser naturalité, ils vont s'imposer comme des organismes essentiels. Alors, pour vous illustrer ça, on va partir dans le Nouveau Monde. Alors Astérix n'a pas mis les pieds sur la côte ouest, là on est dans l'Oregon. Et dans l'Oregon, vous avez des forêts atlantiques qui sont dominées par le Douglas. Et c'est là qu'on va regarder ce qui se passe, parce que ces espaces-là ont été, on va dire, soustraits à l'empreinte de l'homme. Et on a des forêts qui sont anciennes et qui sont dans des états de conservation où là, seuls les processus naturels ont pris place. Alors, le processus naturel, il y a le feu, bien entendu, qui sont des feux de foudre, essentiellement, et qui sont des catastrophes aux yeux du forestier, aux yeux de l'homme, aux yeux du touriste, aux yeux d'un tas de monde dans la salle, mais pas aux yeux du champignon. Donc ces forêts sont dominées par le Douglas, et après le feu, vous avez quelque chose d'assez classique. Vous avez une explosion de diversité au sol, qu'on voit ici avec un tapis d'espèces herbacées, mais également les champignons, tout un tas d'espèces fongiques sont complètement adaptées à ces cycles de feu. Là, vous avez une morille qui pousse après feu. Et donc vous avez cette courbe typique quand on place la richesse spécifique avec le temps, donc un feu tous les 300 ans environ, tout de suite après le feu, une chute de la diversité, puis cette explosion de diversité qu'on voit ici illustrée, et à nouveau, le système va se fermer et on va perdre des espèces progressivement. On se referme en un demi-siècle environ. Cette souris est terrible. Et si on laisse le temps que la forêt continue à progresser, on va atteindre au bout de quelques siècles la diversité qu'on avait avant la perturbation feu et jusqu'au prochain feu. Donc ça, c'est tout à fait classique d'une recolonisation après perturbation qu'on rencontre en Méditerranée, qu'on rencontre dans les forêts boréales, qu'on rencontre dans tout un tas de forêts du monde. Donc dans ces forêts-là, le sapin Douglas est l'essence dominante et forme de véritables peuplements monospécifiques de cette essence-là qui va dominer vraiment les paysages sur des dizaines de milliers d'hectares. Lorsque la forêt vieillit, donc là on est dans un vieux peuplement de Douglas, et vous avez à gauche une trouée qui a été occasionnée par des champignons parasites, des aléas climatiques, et donc ces trous dans la forêt permettent une succession qui se met en place avec des essences d'ombre, des dryades, tout un tas d'essences qui arrivent plus tard. Et dans ces forêts-là, vous avez un tsuga, donc une pruche, qui s'installe dans les trouées qui sont occasionnées par les champignons parasites et également aidés en cela par les perturbations environnementales, des neiges lourdes, des tempêtes, toutes ces choses-là qui sont tout à fait naturelles dans les cycles. Donc quelques photos de la pruche qui est ici, donc le tsuga, qui est finalement l'essence climatique très longévive qui va rester plusieurs siècles en place jusqu'à l'arrivée d'un nouveau feu. Alors lorsqu'on regarde les racines du Douglas, on trouve un champignon qui forme des caries sous forme d'alvéoles superposées les unes au-dessus des autres. C'est un félin, donc Phenus verii. Et ce champignon s'attaque, est extrêmement fréquent dans ces forêts-là où il s'attaque au Douglas. Alors, lorsqu'il fragilise ainsi les racines, bien entendu, ça provoque ce qu'on a vu précédemment. Les arbres assez jeunes tombent au sol et font des trouées dans la forêt. Et ces trouées sont donc colonisées par les essences tardives. Alors, le champignon ressemble à ça. Il fructifie face au sol. Et bien entendu, l'arbre fragilisé sur ses racines qui ont été abîmées finit par chuter assez facilement dès lors qu'il y a un coup de vent. Voilà le bois lorsqu'il est décomposé par le champignon. Il a perdu beaucoup de sa cellulose. On voit une pourriture rouge qui ressemble à une pourriture dominée par la lignine. Et puis lorsqu'on prend un peu de recul, on voit dans ce type de forêt ces trous sombres qui sont détroués, qui sont formés par le champignon. Il y en a une ici, vous en avez une également ici, qu'on peut représenter sous forme de cartographie. Et on voit que la forêt est constellée de ces petites trouées du champignon qui permettent donc à la lumière de passer, à la succession de s'installer. Quand on prend un peu de recul, on voit que certaines trouées peuvent devenir assez vastes,
puisque les plus grandes font de l'ordre de 900 à 1000 hectares. Voilà des grandes trouées. Donc, en comparant des cartes des cartes qui ont été prises à différents moments, on peut comparer la taille de ces trouées et voir ainsi l'évolution de la surface occupée par un individu champignon. C'est un individu champignon. Et donc, l'âge de ces champignons, puisqu'on peut avoir la croissance annuelle. Et là, on voit qu'effectivement, les trouées progressent de l'ordre d'un demi-mètre par an pour devenir de plus en plus grandes. Et on a des âges de 700 à 1500 ans pour ces trouées-là. Alors, je vous ai vendu la mèche avant, mais effectivement, on sait que c'est le même champignon. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, sur des trouées, on est allé voir dans les bois morts le champignon qui était présent dans le bois décomposé, et sur les racines des jeunes plantes qui étaient en train de recoloniser. Et on voit par génétique que c'est exactement le même individu qui a tué le vieil arbre, qui l'a décomposé, et qui a recolonisé par son mycélium la nouvelle régénération. Donc ce champignon, l'individu reste dans le sol et se succède plusieurs générations d'arbres au cours de sa vie. Donc c'est là qu'on voit que quand on essaie de purger notamment un site, en martelant un arbre champignonné, on a peu de chances d'éradiquer, dans un grand nombre de cas, l'individu qui est en place, qui vit dans le sol, et là qui survit à des feux où il fait 1500 degrés au sol. Ce n'est pas un gros problème pour lui. Alors, vous allez me dire quel intérêt pour le Douglas et comment est-ce que ces cycles, finalement, s'inscrivent avec cette alternance et quel rôle du champignon en lien avec le feu. Alors, si on revient aux trouées, voici une trouée. Vous voyez qu'au centre, vous avez des Douglas et des Tsuga qui sont en place, et vous avez de la régénération. Si vous allez sur la bordure de la trouée, vous avez la zone d'activité du champignon, et là, vous avez tous ces arbres morts. Et donc, le peuplement, finalement, ressemble à un peuplement brûlé où tout est mort et tout tombe au sol. Si on prend un peu de recul, on voit bien ces trouées avec une zone qui est très claire, où le champignon a complètement nettoyé la forêt puisqu'il a tout détruit, et une zone qui est déjà régénérée à l'intérieur, qui est plus verte. Alors, on a eu un grand feu en 1996 qui a ravagé quelques milliers d'hectares autour du lac Valdo, et lorsqu'on voit la progression de ce feu, donc la zone brûlée est en haut, vous avez donc l'avant-feu avec des champignons qui avaient fait leur mycélium, donc leur trouée, et puis après-feu. Et on voit que persistent des zones vertes à l'intérieur des trouées qui étaient occupées par le champignon. Alors quand on regarde de plus près, voilà une trouée, voilà la zone brûlée, et effectivement, les seules zones qui n'ont pas brûlé sont les zones de cœur de la zone occupée par le champignon, qui a formé en fait un contre-feu, ou un pare-feu naturel, avec cette zone annulaire où les arbres étaient tués. Quand on s'approche de plus près, on le voit très bien. Donc voici cette zone annulaire, où le mycélium du champignon est actif. Et puis voici l'intérieur de la trouée. Donc l'extérieur a complètement brûlé. Et l'intérieur, avec les semenciers, qui a commencé à essaimer. Là, on a N+3 ans du feu, et on a toutes ces zones d'ensemencement à partir des semenciers qui gagnent à l'extérieur de la trouée, bien sûr, et qui commencent à coloniser. Donc on a des réservoirs de colonisation grâce à ces zones qui étaient parasitées par un champignon extrêmement longévif. Alors, ça ne se passe pas qu'aux États-Unis. Voilà. J'ai pris 2 exemples. Voilà, là, on est en Corse, dans la vallée du Fango, et on a des trouées d'armillaires qui, pareil, gèrent l'alternance par maritime Panaricio. Et puis là, on est au Canada, et on a d'autres armillaires qui lèvent les blocages allopathiques liés aux éricacées. Donc, ce n'est pas le feu qui joue là, mais c'est d'autres blocages. Et le champignon, en détruisant et en amenant la lumière, permet de dynamiser les cycles et les successions végétales. Du coup, un peu la conclusion de cette partie, et j'insiste sur ce point-là, c'est que dans le fonctionnement naturel et à l'échelle des cycles forestiers, donc là on parle de siècles, on parle de dizaines de milliers d'hectares, les champignons natifs, et je ne parle pas du tout des champignons introduits qui sont d'autres problèmes, on a d'énormes problèmes de champignons parasites qui déferlent sur des forêts à ces échelles-là, qui sont les problèmes de demain, mais les champignons natifs, ceux contre lesquels on essaie de lutter au quotidien, ils participent à la structure, à la dynamique et à l'équilibre à long terme de ces écosystèmes. Alors, je vais essayer maintenant d'illustrer qu'est-ce que change finalement la culture de la forêt, dans quelle mesure cela modifie ce qu'on vient de raconter. Alors, l'homme, classiquement, quand il définit un âge d'exploitabilité dans son ménagement, il dit à 150 ans, je vais exploiter. Ça veut dire qu'effectivement, comme l'expliquaient les précédents orateurs, on chante une partie du cycle, on chante une partie de l'histoire qui ne se produira pas parce que l'homme détermine là un arrêt. Alors, de façon triviale, et là j'en viens à ce que je disais tout au début, c'est assez trivial de dire ça, mais les stratégies écologiques des espèces, donc les espèces qui ont des stratégies de fin de cycle, forcément vont être défavorisées au profit des espèces de début de cycle. Donc lorsqu'on fait ça, finalement, on donne une chance plus importante, on modifie la compétition
entre des espèces dites pionnières, qui seront promptes à arriver après une perturbation, qu'elle soit une coupe rase ou un feu ou ce qu'on voudra, et des espèces beaucoup plus tardives qui ont nécessité des conditions particulières pour s'installer. On comparera un peu de type d'espèces, des sprinters, grosse musculature, on arrive vite, mais on ne court pas longtemps. Et puis des marathoniens qui démarrent doucement, mais qui ont besoin de temps pour gagner. Donc les marathoniens, ils n'arriveront pas au bout, puisqu'ils n'auront même pas pris le départ. Et donc, dans ces marathoniens, on a aussi des espèces assez intéressantes qui sont indicatrices parce que c'est des espèces qui vont être sensibles à la continuité du couvert, à la continuité de l'histoire forestière. Et c'est là où on va retomber sur des aspects d'ancienneté de forêt. Ces espèces-là, sensibles, sont souvent des espèces indicatrices de forêt ancienne. Deuxième point que je pense également intéressant, c'est que en se privant de ces espèces-là, qui vont être nombreuses chez les champignons, tout un tas de polypores notamment sont extrêmement sensibles à l'âge du peuplement et à la couverture. Elles sont associées, ces espèces-là, elles sont en interaction avec tout un tas d'autres types d'espèces. Alors j'illustrerai ça avec des travaux qui ont été faits, n'ayez pas peur de ça, qui ont été faits donc, en nord de l'Europe, et on s'est amusé, enfin en tout cas l'auteur, Dimitri Schigel, s'est amusé, et il est le seul à pouvoir jouer avec des choses pareilles à mon avis, à mettre en face des liens entre des polypores et des coléoptères. Et donc il a défini qui interagit avec qui, dans le sens où la larve de qui mange quel carpophore. Donc vous avez de ce côté-là les champignons, les polypores, et de ce côté-là des espèces de coléoptères. Et donc on voit que certains coléoptères mangent plusieurs espèces de champignons, comme cette partie-là, ce type de coléoptère-là mange tous les champignons qui sont définis par une flèche directionnelle. Et puis vous avez des spécificités. Cette paire-là, ce coléoptère-là ne mange que ce champignon-là. Donc vous voyez bien que si par malheur ce champignon est un champignon de fin de cycle, si on chinte le site et qu'on perd ce champignon, on va perdre le coléoptère. C'est une évidence. Mais simplement, il faut le voir comme ça. C'est que dans ces forêts anciennes, on a des réseaux très très complexes d'interactions. Champignons, coléoptères, on peut prendre d'autres exemples. Les lichens peuvent être cités. Et on va se priver de ce type d'interaction. L'autre façon de voir l'effet de la diversité, donc de l'ancienneté sur la diversité fongique, c'est de regarder, de documenter directement dans le sol, et c'est ce que fait Hélène Vogt, donc, qui a un poster à vous montrer si vous voulez discuter avec cette jeune fille. Et donc elle fait ça donc, en Méditerranée, près de Montpellier, enfin plutôt loin, non, c'est à Paille-Olive, surtout dans la région de Paille-Olive, où elle regarde dans les sols méditerranéens quelle diversité on trouve dans différents contextes, des massifs dits anciens, donc qui étaient présents sur ces cartes, on vous en parlait les précédents orateurs, et puis des massifs plus récents. Et on a regardé deux types de stations, des stations plutôt fraîches et puis des stations plutôt sèches. Donc on a ces reliques de forêts anciennes près de la zone, donc près de Paille-Olive, et on a fait des trous dans le sol et on a regardé la diversité des champignons, cette fois-ci mycorhiziens, pour voir si dans les forêts anciennes, on avait une diversité différente, plus importante, des espèces indicatrices. C'était nos prédictions. Alors, voilà ce qu'on observe de façon très schématique. Si on regarde, alors n'ayez pas peur des termes, ce sont des familles de champignons mycorhiziens. Vous avez les russules, là, pour ceux qui connaissent, vous avez les pézises, les inocibes, les truffes. Et donc, quand on compare les trois contextes, on voit immédiatement que ça se ressemble bien là. Donc ça, c'est de l'ancien mésophile et du récent mésophile. Ça se ressemble plus qu'entre l'ancien mésophile et l'ancien sec. Cette zone orange. Donc on voit déjà que nous, on avait l'idée que ça se ressemblerait beaucoup et que ça serait un peu différent. Et c'est pas ce qu'on observe. Alors la valeur que vous avez au milieu là donne un indice de diversité assez global. Plus il est élevé, plus la communauté est complexe en termes de nombre d'espèces et de proportion relative des espèces entre elles. On voit que la zone la plus diversifiée est la zone la plus récente. Donc ça, on s'y attendait pas forcément non plus. C'est lié à un certain nombre de choses, donc des familles qui sont sensibles aux perturbations et qui sont très représentées dans la zone récente. Alors, si on conclut sur ce résultat-là, on ne voit pas de signature d'ancienneté sur la richesse dans le sol. Par contre, effectivement, on voit des familles qui sont assez différentes entre les trois contextes. Par exemple, les truffes sont plus représentées dans les forêts récentes, et ça, c'est connu. Le trufficulteur perturbe sans arrêt une plantation pour avoir des truffes. Il empêche le système de vieillir, donc c'est tout à fait logique. Et puis, ce qui est important, là, c'est qu'on voit une signature très élevée de l'environnement, c'est-à-dire que le contexte sec signera davantage la communauté que l'ancienneté. En tout cas, dans ces premiers résultats qu'il faut prendre avec prudence, parce qu'on est en train d'obtenir des résultats plus globaux qui affineront ça. Alors, pour finir, je voudrais juste vous donner deux pistes. La première, c'est pas une provocation,
Je pense que quand on gère un arbre dans une forêt plus qu'une parcelle, on fait quelque part de la cosmétique à l'échelle de ce qu'on vient de raconter. C'est-à-dire que couper un arbre n'éradique pas le champignon du sol, ça on le sait très bien. Et si on veut se faire un allié d'un champignon parasite, c'est pas en coupant un arbre, c'est en lui laissant la chance d'interagir sur le plus long terme. Bien entendu, la cosmétique a des dimensions éducatives et écologiques pertinentes et permet beaucoup de choses sur des espèces clés. Donc c'est surtout pas à éliminer. Par contre, la démarche s'inscrira dans le temps et des échelles spatialement en lien avec la biologie des organismes. Par exemple, les grandes RBI, elles seules permettent d'intégrer les échelles spatiales et temporelles de gestion en lien avec l'écologie de ces organismes. Et puis, elles permettent de convertir des ennemis en puissants alliés, comme on l'a vu sur l'Ouest américain. Bien sûr, elle ne protégera pas des espèces introduites qui peuvent tout détruire, y compris dans ces forêts anciennes. Et puis, elle posera la question du socialement acceptable. Est-ce qu'il faut laisser brûler une grande RBI pour laisser le champignon sauver quelques arbres au milieu de la trouée? Je ne suis pas sûr que nos concitoyens soient ravis de ça. Et pour donc dernière conclusion sur les aspects plus souterrains, donc les travaux d'Hélène Vogt, je pense qu'il faut prendre garde au mythe du jardin d'Éden. Nous, pour l'instant, dans les forêts anciennes, on ne trouve pas une diversité qui aurait explosé, qui serait beaucoup plus élevée que dans les massifs récents. C'est tout à fait du même ordre. On trouve des groupes qui semblent un peu plus représentés que dans d'autres, mais la richesse en elle-même n'est pas le bon prédicteur. Et donc la naturalité côté champignons là se révélerait davantage dans des processus qu'occupent et que dirigent les champignons que dans cette diversité. Dernier point, les carpophores. Donc, on travaille beaucoup avec les carpophores quand on fait de la mycologie. Là, vous n'avez pas vu un carpophore. Hein, les travaux d'Hélène, c'est des trous dans le sol et on séquence des mycorhizes. Hein, c'est que de l'ADN. On s'aperçoit que les carpophores, ils nous ont parfois un peu inquiétés. Il y a eu des travaux dans les années 90 qui montraient que des espèces avaient disparu complètement de Hollande, par exemple, ou d'Écosse, donc les fameux zidnes, les pieds de mouton. Des travaux récents montrent qu'en retournant sur ces stations, regardant dans le sol avec les outils de biologie moléculaire, ils sont là, ils ne sont pas partis. Simplement, ils ne fructifient plus. Donc, à moduler et toujours à avancer avec prudence quand on travaille avec des organismes qui vivent dans le sol et qui sortent quand ils en ont envie. Voilà, je vous invite à aller voir le poster d'Hélène pour discuter davantage.